Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast où on va s'intéresser à une destination. L'idée est qu'on s'en faisait avant le départ, à l'expérience sur place, en essayant de vous donner les meilleurs conseils pour en profiter un maximum. Et ici, on va d'abord commencer par s'intéresser à Cuba. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cuba ? Alors, avant toute chose, on vous propose un rapide survol de la destination. Cuba, c'est une île des Caraïbes. Elle a été découverte par Christophe Colomb. Elle a été coupée du monde suite à la révolution menée par Fidel Castro et Che Guevara. Et pour le moment, elle se réouvre complètement, notamment au tourisme qui se développe beaucoup dans cette région. Nous vous emmenons découvrir cette île. Mais avant ça, on va commencer par vous parler de ce qu'il faut prévoir avant le voyage et notamment des formalités d'usage. Quoi ? Papier, s'il vous plaît. Papier ? Ah, bien sûr. Papier. Au niveau des formalités, il y a deux documents qu'on va vous demander à le moment de l'atterrissage, au moment où vous allez arriver à la douane à Cuba. C'est un visa, donc en fait ce qui est une carte touristique, et une assurance médicale. Je vais juste dire, c'est les documents qu'on va vous demander à l'arrivée, mais bien sûr, il faut les prévoir à l'avance, ça se prépare, il faut compter un mois. Pour être large, notamment pour la carte de touriste qui arrive par la poste. Voilà. Et donc la carte de tourisme, il faut faire la demande normalement auprès de l'ambassade de Cuba en France, en Belgique ou ailleurs. Mais on peut la faire aussi auprès des agences de voyage qui travaillent avec le gouvernement cubain. Nous, on est passé par exemple par Novella Cuba, sans vouloir leur faire de la pub, mais on leur a fait la demande, on a reçu notre carte de tourisme. Et globalement, je pense qu'on avait choisi de passer par cette voie-là parce que ça coûtait moins cher que de passer par l'ambassade. Donc le visa, la carte de tourisme, je pense, se présente sous forme d'un petit document à remplir soi-même à la main. On vous l'envoie, il est vierge, et il faut vraiment tout remplir à la main. Ça paraît un peu bizarre, un peu suspect au premier abord, mais en fait c'est tout à fait normal. Et donc il faut avoir ce document-là, et la copie de l'assurance médicale que nous on nous a pas demandé, mais que l'ambassade conseille quand même d'avoir avec vous. Soit vous en disposez déjà, soit vous allez devoir en contracter une spécialement pour ça. Moi de mon côté j'en avais une qui était livrée entre guillemets avec mon package de carte bancaire en France. En Belgique, Aurélie, toi ce n'était pas le cas. Non, ma carte bancaire n'a pas d'assurance médicale, donc j'ai dû utiliser mon assurance médicale normale et faire une demande pour obtenir la certification, un petit papier, enfin c'est juste un papier en espagnol qui atteste que oui, je suis bien couverte et mon assurance est reconnue par le gouvernement cubain. Voilà, dans les deux cas, moi aussi c'était ça, on m'a envoyé un document. Ce document est à présenter à la douane si on vous le demande, en l'occurrence nous, on ne nous l'a pas demandé. Maintenant, que ce soit ce document-là ou le visa, la carte de tourisme, il faut les avoir sur vous, il ne faut pas les mettre dans votre valise, parce que nous, on avait un couple à côté de nous, quand on est passé à la douane, qui avaient leurs documents dans leur valise et qui ont eu l'air un peu malins en passant devant le personnel là présent. De façon générale, mettre des documents en valise, en soute et des documents importants, même des adresses de logement, c'est pas malin en voyage parce qu'on rappelle que les valises, parfois ça ne suit pas. Voilà. Donc ça c'était au niveau des formalités, disons, administratives. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit prévoir d'autre ? Alors un autre point important à regarder avant tout départ, c'est la santé. Alors Cuba, c'est assez tranquille. Il n'y a pas de vaccin spécifique pour se rendre sur l'île. Donc évidemment, les vaccins de base sont toujours conseillés. L'hépatite A est fortement recommandée. Si vous vous posez la question, la fièvre jaune a été éradiquée, donc pas de problème de ce côté-là. Il y a beaucoup de moustiques à Cuba, donc prévoyez du répulsif et tout ce qu'il faut pour les éloigner. Par contre, il n'y a pas de paludisme, donc pas d'antipalus, ce n'est pas nécessaire. Mais toujours faire attention aux piqûres car il reste des maladies, la dengue, le chikungunya et le Zika. Bon, Zika, on rappelle, on en parle beaucoup, mais ça s'adresse uniquement aux femmes enceintes ou qui souhaitent des enfants dans un futur proche. Sinon, vous n'aurez rien, également un petit état grippal, mais rien de plus. Comme dans tout pays lointain, il faut également faire attention à la tourista. Donc ça c'est les règles d'usage. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit. Parce que l'eau du robinet, si elle est potable pour les locaux, contient des bactéries auxquelles notre corps n'est pas habitué et qui peuvent nous rendre malades tout simplement. En règle générale, c'est une destination qui est assez touristique. Si on reste dans
Dans les zones touristiques, il n'y a pas de problème avec les glaçons, vous pouvez y aller. Les mojitos, il n'y a pas de souci. Oui, par contre, oui, on ne boit pas d'eau du robinet. Pas d'eau du robinet. L'autre grand point auquel on fait souvent attention également par rapport à la tourista, c'est tout ce qui est fruits frais et crudités. On n'a pas eu de problème non plus, donc comme toujours, bien faire attention qu'ils soient frais, coupés récemment et pas rincés à l'eau. Et il n'y a pas de souci. Voilà. On peut aussi se poser des questions au point de vue de la sécurité sur place. Encore une fois, nous, on n'a pas eu de problème en particulier. Il faut dire que la police est assez présente. C'est quand même un régime qui est connu pour être assez fort militarisé encore. Et je pense qu'il y a une peur de la police et une peur du militaire sur place. Ou un respect, je ne sais pas si c'est une peur ou un respect, mais en tout cas, de fait, on n'a pas eu de problème. De ce que j'avais pu lire, des voyageuses en solo n'avaient pas non plus eu à craindre quoi que ce soit. Moi, j'avais lu que les Cubains étaient même attentifs. Ils avaient même plutôt tendance à faire attention à ce que les touristes ne se fassent pas trop embêter et à veiller eux-mêmes parce qu'ils ont bien compris que les touristes, c'était une source de revenus et que s'il y avait des soucis, ils ne viendraient plus. Sinon, c'est les précautions d'usage qui restent en place, c'est-à-dire de ne pas exhiber ces objets de valeur à tout va. Et bien sûr, de mettre le plus souvent possible un cadenas à sa valise, parce qu'on voilà, on ne sait jamais, on ne va pas tenter là où il ne faudrait pas tenter. Oui, voilà, il faut quand même garder en tête que Cuba est très pauvre. Les salaires sont fixés par l'État, il y a des tas de systèmes de reversement de l'argent à l'État. Ils n'ont rien en fait, donc ça ne sert à rien d'attiser les convoitises et d'exhiber des richesses inutilement. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres choses auxquelles faire attention, si ce n'est peut-être à savoir ce qu'on met dans sa valise. Et ça dépend aussi du moment où on part. Cuba est une destination qui est globalement assez chaude, forcément, c'est un climat tropical. Nous, on est partis à la saison particulièrement chaude, j'ai envie de dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on est parti en juillet. Il faisait chaud et c'était la saison des pluies. On est parti à ce moment-là parce qu'on n'avait pas trop le choix. Donc on avait regardé juillet-août. Juillet était apparemment moins pluvieux que août. Mais bon, comme tout climat tropical, la saison des pluies, c'est pas quelque chose de particulièrement dérangeant. C'est des grosses averses en fin de journée. Ça rafraîchit l'air un coup, ça fait du bien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas partir en automne. Parce qu'en automne, c'est la saison des tempêtes, des tornades, des cyclones. Il n'y a pas de tornades, mais des cyclones, oui. Et en hiver, donc c'est une saison qui est quand même très prisée, hein, notamment au niveau du Canada ou des États-Unis pour ceux qui y vont. Les mois vraiment à partir de décembre, janvier, février, même mars, je pense, c'est vraiment des mois qui sont très prisés là-bas. Il fait moins chaud. Parfois il fait même un peu trop frais pour se baigner, mais ça reste quand même une saison, une haute saison à laquelle beaucoup de touristes vont à Cuba. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait dire un peu avant de partir à Cuba. Maintenant c'est le moment vraiment de prendre l'avion. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. La première chose à faire quand on arrive à La Havane, parce que finalement la majorité des vols internationaux arrivent à La Havane, et maintenant il y a aussi des vols qui arrivent directement à Varadero, mais nous on est arrivé à La Havane. En tout cas la première chose à faire, c'est de commencer par changer son argent pour disposer de pesos cubains. De monnaie locale. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les points à surveiller avant de partir, mais il apparaît que changer de l'argent avant de se rendre à Cuba n'est pas nécessairement intéressant. Les taux de change sur place sont suffisamment intéressants que pour changer directement sur place. C'est peut-être aussi le bon moment pour dire qu'il y a deux monnaies à Cuba, que le système monétaire est un peu compliqué. Il y a deux monnaies sur l'île. D'abord, il y a les cucs, ou pesos convertibles, qui sont utilisés par les touristes. Et il y a les pesos cubains qui, eux, sont utilisés principalement par les Cubains. Les touristes y ont aussi accès, mais finalement, on a assez peu de dépenses à faire avec. Donc cette double monnaie permet de faire payer les touristes plein pot, ou presque, mais sans trop toucher au pouvoir d'achat des Cubains. Donc un cuc vaut à peu près 1 euro, donc au niveau du taux de change c'est assez simple. Et donc à l'aéroport de La Havane, il suffit de sortir de l'aéroport, d'aller directement à droite, et il y a un bureau de change. Le taux normalement de change est contrôlé par le gouvernement, donc il ne peut pas être très différent d'un bureau de change à un autre, mais celui de l'aéroport est réputé pour être fiable. Maintenant il ne faut pas non plus oublier de recompter ses billets à la sortie, on ne sait jamais. Et une fois qu'on a changé sa monnaie, donc qu'on a pris tous ces cucs, on peut prendre un taxi et rejoindre La Havane. Et c'est la première dépense en fait, le taxi pour aller à La Havane, c'est la première dépense. Normalement c'est à peu près dans les 25 cucs le trajet. Nous on a payé 30 cucs à l'aller, bon on n'a pas vraiment essayé d'argumenter parce que le taxi avait été réservé par notre hôte Airbnb.
Nos logements à Cuba, ça a finalement été toujours chez l'habitant, ce qu'on appelle les casas particulares, qui sont des espèces de bed and breakfast en quelque sorte. C'est un mode de logement très répandu à Cuba. Globalement, les Cubains, mettent à disposition des chambres à louer. Il y a un petit logo devant les maisons qui proposent ce service, une espèce de petite flèche bleue. C'est un peu indescriptible, mais une fois qu'on l'a vu une fois, on le reconnaît très facilement. Vous repérez le logo bleu, vous sonnez, vous demandez s'il y a une chambre de libre. Si oui, la première chose à faire, c'est la visiter. Normalement, l'hôte vous propose spontanément de voir la chambre. Donc ici, comme on avait réservé la casa via Airbnb, on était un petit peu dans un cas spécial vu qu'elle était payée d'avance. Mais normalement, la procédure quand on arrive dans une casa, qu'elle vous ait été recommandée par quelqu'un ou que vous l'ayez trouvée dans la rue via ce petit logo, c'est de visiter la chambre avant de payer ou de n'accepter quoi que ce soit. D'ailleurs, d'habitude, on paye en fin de séjour. Et donc cette chambre, elle consiste en quoi ? En général, c'est assez spartiate, mais ça reste confortable. C'est un lit, une petite salle de bain privative, et quand on a de la chance, de l'airco, quand on a beaucoup de chance, de l'airco moderne qui ne fait pas de bruit, qu'on peut laisser pendant la nuit. Oui, la déco est toujours un peu kitsch. On a eu droit à des draps bleus en satin, c'était très rigolo. Il y en avait une avec des tableaux au mur. Oui, la déco est toujours magnifique. Ça vaut le déplacement en soi. On peut, à ce moment-là aussi, quand on arrive, négocier parfois d'avoir le petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre ou pas. Et les petits déjeuners en soi sont énormes. C'est des fruits, principalement des fruits, mais on peut aussi avoir du pain, des œufs. On a eu d'autres choses un peu plus exotiques, comme du saucisson, on ne sait pas exactement en quoi il consistait. Un petit peu de charcuterie. Du fromage. Fromage, jambon, et bien sûr un jus de fruits frais. Café, thé, en quantité astronomique. Une fois qu'on a choisi sa casa, qu'on a fini ses négociations, il faut remplir une petite procédure, l'enregistrement donc auprès du propriétaire de la casa, parce que les casas, comme je l'ai dit, sont gérées par le gouvernement, et chaque personne qui séjourne en casa doit être mentionnée dans un registre. Voilà, donc pas de panique si on vous demande votre passeport, c'est tout à fait normal. C'est la procédure d'usage, on vous la demandera à chaque fois. Donc nous, on avait d'abord réservé notre première casa à distance. Par contre, on n'avait pas du tout réservé les casas des autres villes où on voulait aller. On avait deux choix, soit arriver dans chaque nouvelle ville et chercher une casa, taper aux portes et vraiment essayer de trouver le meilleur endroit au meilleur prix. Ou alors faire appel au propriétaire de la casa dans laquelle on était pour lui demander s'il connaissait quelqu'un dans la prochaine ville où on allait qui pouvait nous héberger. Cuba, ça reste un peu le pays de la débrouille, donc les casas sont organisées en réseau. Chaque casa connaît des hôtes dans à peu près toutes les villes touristiques de l'île. Donc quand vous vous demandez innocemment est-ce que tu connais quelqu'un dans ma prochaine destination, bon, vous savez très bien que la réponse ça va être oui. La question ce sera est-ce que ça vous conviendra ? Maintenant, il n'y a aucune avance qui est donnée, libre à chacun d'aller à l'adresse renseignée et puis de voir si ça lui convient ou pas. Exactement. Enfin, d'ailleurs, c'est notre première casa par système de référence comme ça, on n'y est jamais allé finalement. Oui, notre première mésaventure, parce qu'on l'a jamais trouvée en fait, la casa. Sur place, on a été un peu obligé d'en trouver une autre, et puis là, on a fait finalement du porte-à-porte, et on a été très content de la casa dans laquelle on a été, et dans laquelle celle-là nous a renvoyés par après. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de partir d'une ville à l'autre, c'est peut-être le moment de parler des déplacements. Vous êtes venu dans cette casserole ? Oh, vous êtes plus brave que je ne croyais. Après La Havane, on est parti en bus à Vinales. On n'a pas pris la compagnie de bus nationale qui s'appelle Via Azul. On a pris une compagnie de bus qui est une agence de voyage qui s'appelle Transtour. Donc le bus est un mode de transport parmi d'autres à Cuba. Il y a aussi les taxis collectifs ou taxis collectivo, les taxis simples comme celui qu'on a pris pour venir de l'aéroport. Les bici-taxis qu'on croise beaucoup qui sont des taxis à vélo. Il y a aussi les coco-taxis qui sont la même chose mais avec des scooters. Bien sûr, il y a la voiture de location, on peut prendre aussi des vols intérieurs. Maintenant, je pense que ce que la plupart des gens utiliseront, en tout cas ce que nous on a utilisé principalement, c'était les bus, les taxis collectifs et les bici-taxis dans une moindre mesure. Chaque mode de transport a ses avantages et ses inconvénients, j'ai envie de dire. Par exemple, les bus. Les bus sont souvent moins chers, mais par contre les trajets sont plus longs. Mais c'est vrai qu'on lit beaucoup, quand on se renseigne sur Cuba, que le bus Via Azul, c'est la méthode la moins chère pour se déplacer. Maintenant, c'est aussi un peu la plus compliquée. Bon, ça dépend des villes, mais dans les grandes villes, le terminal Via Azul est souvent excentré. Donc pour s'y rendre, si vous logez dans le centre, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir vous rendre un jour sur place pour acheter votre billet et une deuxième fois pour prendre votre bus.
sachant que effectivement les bus sont un petit peu pris d'assaut et sont souvent complets, donc vous allez devoir acheter votre billet à l'avance et non pas le jour même, ce qui vous fait un aller-retour en taxi à payer jusqu'au terminal, et le jour de votre départ, vous allez devoir reprendre un taxi pour aller chercher votre bus. Donc quand vous additionnez votre trajet en taxi au prix du billet de bus, finalement la différence avec le taxi collectif n'est plus si importante. En tout cas dans notre cas, on a constaté plusieurs fois où justement la question de prendre un taxi collectif se posait, voire était même carrément plus avantageuse que le bus. Maintenant, on s'est rendu compte au cours du voyage que parfois on peut acheter les tickets de bus au centre-ville via une agence de voyage aussi gouvernementale, ce qui permet d'éviter d'avoir les frais de déplacement jusqu'à la gare de bus, la gare routière, une première fois. Maintenant, les désavantages autres du bus, il faut quand même aller à la gare pour prendre son bus une fois, le trajet est long, donc ça c'est des désavantages que le taxi collectif n'a pas. Oui, c'est vrai qu'on s'est plusieurs fois fait la réflexion de pouvoir considérer le facteur temps comme également une dépense à faire finalement. Si on reste 3 heures de plus sur la route parce que le bus est plus lent, c'est 3 heures qu'on perd sur place à destination. Donc on l'a dit, le taxi collectif, il est plus ou moins cher que le bus, souvent un peu plus cher quand même. Par contre, il est plus rapide. Et l'autre avantage, c'est qu'il vient vous chercher à la porte de votre casa et il vous conduit soit à la porte de votre casa de destination si vous en avez une, ou à l'endroit de votre choix. Ce qui est vraiment un avantage non négligeable, surtout quand on traîne sa valise avec soi. Et également, pour en trouver un, on peut parfois faire appel directement à sa casa, demander s'ils n'en connaissent pas un. C'est souvent le cas, le réseau cubain. Donc ça évite en plus de devoir faire des recherches. Maintenant, si vous devez faire des recherches, c'est pas très compliqué non plus. Ça nous est arrivé aussi d'arriver à une gare de bus et de ne pas avoir de billets parce que les bus étaient tous réservés. Dans ce cas-là, c'est très facile de se renseigner sur les taxis collectifs parce qu'il y a plein de rabatteurs qui sont quasiment à la porte, voire à l'intérieur des gares de bus, qui n'hésitent pas à vous appeler, à vous vendre Trinidad, Santiago, Santa Clara, Varadero, toutes les destinations en fait. Après, il faut essayer de négocier avec chacun d'eux, mais c'est vrai que globalement, des rabatteurs, on en trouve assez facilement, et notamment aux abords des gares de bus. Pour se rendre d'une ville à l'autre, maintenant c'est vrai qu'il y a encore tout un système de transport à l'intérieur des villes. Donc on a mentionné les taxis pour se rendre aux terminaux de bus, mais parfois pour des petites distances à l'intérieur même des villes qui pourraient être un peu longues à pied ou un peu compliquées avec vos bagages, il y a d'autres moyens de transport. Le bici-taxi qui sert un petit peu au petit transport à l'intérieur des villes. On a à chaque fois eu un peu pitié quand on a dû en prendre du pauvre monsieur qui devait pédaler sous la chaleur avec notre poids plus le poids de nos valises. Oui, il y a aussi des transports qui sont à destination des Cubains où là c'est des espèces de bus, sauf que ça n'a rien à voir avec des bus, c'est des espèces de camions à l'arrière desquels on entasse les personnes. Ça c'est vraiment pour les locaux, on n'y a pas fait appel. Maintenant, je sais qu'il y a des voyageurs qui passent par là aussi. On pourrait également être tenté de faire du stop pour économiser le coût du trajet. Il faut savoir que le stop est très répandu à Cuba. Aux entrées d'autoroute, vous verrez beaucoup de personnes agiter la main, parfois même avec des billets, parce que oui, on paye sa course en stop à Cuba. C'est un moyen de transport qui est nécessaire aux Cubains parce que pour eux, se déplacer sur l'île, c'est assez compliqué. Le parc automobile est assez réduit. Ils n'ont pas tous accès à une voiture, ils n'ont pas tous accès à une moto. Quand vous traversez les campagnes, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc pour se déplacer sur l'île, le seul moyen qu'ils ont à disposition pour les longues distances, c'est le stop. Et si vous prenez leur place, eux, ils n'ont plus de moyens de locomotion. Autre précision qu'on peut faire sur les moyens de transport à Cuba, c'est le fait que les routes sont en très mauvais état. Il y a beaucoup de nids de poules, parfois les chauffeurs doivent rouler au milieu de la route pour les éviter, ils zigzaguent à travers, c'est vraiment assez impressionnant quand on n'est pas prévenu. Surtout que les taxis n'ont pas de ceinture de sécurité, du coup on a toujours un peu peur quand on les voit arriver au milieu de la route et klaxonner sur les gens qui essayent de dépasser. Et ça peut aussi avoir une importance si on loue une voiture, ce que nous on n'a pas fait mais que beaucoup de monde peut faire. Et on peut même le conseiller pour accéder à certaines régions de l'île auxquelles nous on n'a pas eu accès, comme vraiment autour de Santiago, de Cuba, toutes les régions un peu à l'est. Les régions un peu à l'est, mais je pense que ça vaut pour d'autres régions. Tu parlais de l'état des routes, on peut peut-être faire aussi une rapide mention de l'état des voitures. Il ne faut pas avoir peur. Comme l'image d'Épinal de Cuba, c'est d'abord des vieilles américaines. Il y a aussi beaucoup de vieilles voitures russes. Dans les deux cas, il y en a qui sont très bien conservées, il y en a qui sont conservées beaucoup moins bien. Il y en a qui n'ont pas de fenêtres, il y en a, on a l'impression que toute la carrosserie va se détacher au prochain nid de poule. Ça fait partie du charme de Cuba.
C'est vrai que tu as mentionné les vieilles américaines. Quand on arrive à la Havane, on les voit alignés devant le Capitole, où on propose des tours aux touristes, des tours de la ville. On s'est un peu demandé si elles étaient toutes concentrées là-bas en attractions pour touristes, ou si on les retrouvait aussi ailleurs dans l'île. Et finalement, on les croise un peu moins en dehors de la Havane, mais elles sont toujours présentes. Hein. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on va tous maigrir un grand coup. L'autre point un peu particulier, qui tient à toute destination, mais ici aussi en particulier de Cuba, c'est tout ce qui touche à la nourriture. Bon, d'une part, comme les petits déjeuners, on peut manger le soir à la casa. Je sais pas si le midi on peut manger à la casa. En fait, on nous a jamais proposé de manger le midi à la casa. On nous a jamais proposé le midi. Donc, à mon avis, on peut manger que le soir à la casa. Généralement, c'est des repas assez copieux. Bon marché. Toujours très bon. Enfin, on a toujours été bien nourris, on va dire. C'est même parmi les meilleurs repas qu'on ait fait à Cuba, finalement. C'était quand on a mangé chez les habitants. Bon, il y a aussi des restaurants comme partout ailleurs. Ici, il y a plusieurs types de restaurants. Il y a des restaurants d'État qui n'ont pas une très bonne réputation au niveau gastronomique, même au niveau rapport qualité-prix. Il y a les restaurants qui sont tenus par les Cubains, qui sont normalement de meilleure réputation. Après, ça varie de l'un à l'autre. Nous, on a eu des bonnes expériences, mais il faut quand même avouer que la gastronomie cubaine n'a rien d'exceptionnel. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les plus grands souvenirs gastronomiques de notre vie. On les a pas fait pendant ce voyage. Après, sur la fin du séjour, on a commencé à repérer des intitulés sur les cartes un petit peu plus sympas. Il faut vraiment se diriger vers les plats en sauce, en fait. Vous oubliez tout ce qui est rôti, grillé, etc. C'est fade. Mais les plats en sauce, les ragoûts et ce genre de choses, par contre, sont plutôt bons. Il y a aussi tout ce qui est fruits de mer, même si moi je ne suis pas particulièrement friand de fruits de mer. C'est aussi là qu'on a beaucoup l'occasion de manger de la langouste ou même du poisson. Les plats en sauce, la cuisine cubaine, vous les trouverez plutôt dans ce qu'on appelle les paladars. Donc ce sont des restaurants tenus par des indépendants. Les restaurants d'État ont souvent des cartes plus consensuelles pour touristes, avec des pizzas, des tapas, des pâtes. Oui, c'est assez étonnant de voir que la culture italienne a à ce point une place importante à Cuba. Et finalement, dans les centres touristiques, on voyait presque plus de pizzas que de spécialités cubaines. Et pour clôturer peut-être le chapitre sur la restauration, il faut quand même préciser qu'on doit verser un pourboire qui est de 5 à 10%. C'est le pourboire réglementaire, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce qui se passe quand on ne le laisse pas, mais on en a toujours laissé un. Ce qui nous donne peut-être l'occasion d'aborder le coût de la vie à Cuba. Enfin, en tout cas, le coût de la vie en voyage à Cuba. On parlait du prix de la casa qui tourne entre 20 et 30 cucs selon la destination. Je sais qu'on s'était intéressé à Varadero, là on avait trouvé même 35 cucs. On n'est jamais descendu en dessous de 20 cucs, donc voilà, minimum 20 €. Pour les restos, ça tournait entre 7 et 15 € en fonction des repas. Forcément, tout ce qui est fruits de mer coûte un peu plus cher. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que les cocktails, les mojitos, les pina coladas, les Cuba Libre, eux sont assez peu onéreux. En tout cas, quand on revient en Europe, nous, ça nous a fait un choc. On s'est dit on allait y retourner pour avoir droit au mojito à 2 €, 2,50 €. Et enfin, les excursions à la journée, notamment dans les agences de voyage, elles se monnaient autour de 30 et 40 cucs en général. Ça dépend vraiment de la région et aussi de la saison à laquelle on y va. Mais voilà, c'est pour vous donner une moyenne. Bon, les prix des casas sont négociables, tout n'est pas négociable, notamment les excursions. Je pense qu'on n'a jamais vraiment essayé de négocier en agence de voyage. Il faut dire aussi qu'on avait un peu la barrière de la langue qui pouvait nous limiter aussi dans ces négociations. Oui, donc à Cuba on parle espagnol et nous, l'espagnol, on a pris quelques cours en ligne avant de partir. Des cours gratuits avec Duolingo. Pour ne pas leur faire de la pub. Non, c'est un site très chouette pour apprendre rapidement quelques bases dans une langue étrangère. Et on a un peu l'habitude de voyager, donc on s'est dit, avec l'anglais, plus savoir dire bonjour, au revoir, merci en espagnol, ça devrait passer. Ce qu'on avait oublié, c'est qu'il y a eu beaucoup de tensions entre les États-Unis et Cuba. Et l'anglais, là-bas, en fait, pas du tout. Oui, l'anglais n'est pas enseigné dans les écoles. Il y a très peu de personnes qui parlent vraiment anglais. Bon, dans les casas, un peu plus en tout cas. Un peu plus. Mais c'est vrai que notre casa à Vignales, là, on était en espagnol only et c'était pas toujours simple. Il y a eu plusieurs casas où on était en espagnol only, où on faisait appel aux fils, aux frères, aux neveux pour tenter de faire interprète. Bon, après, même quand il y a pas d'interprète, on se débrouille. Ce qu'on peut vous conseiller par contre, c'est de prendre un guide de conversation ou un dictionnaire. Et à la fin du voyage, peut-être que vous aurez la chance d'être parfaitement bilingue, comme Aurélie, qui a épluché le guide de conversation avec tous nos hôtes de casa.
J'ai fait des progrès en espagnol absolument époustouflants. Il parle une douzaine de langues, connaît toutes les coutumes locales, il va se mêler à eux, disparaître et vous ne le reverrez jamais. Alors on va peut-être s'arrêter là pour cette fois. On a pas mal passé en revue Cuba de manière générale. Je pense que la prochaine fois, on s'attardera plus sur des itinéraires, des conseils d'itinéraires, nous, le bilan de notre voyage, ce qu'on en a retiré, et ce qui pourrait nous y faire y retourner, ou en tout cas ce qu'on aurait changé sur notre voyage. Aurélie, on peut te retrouver sur ton site web. Saudepuce.fr avec des tirets. Moi, on peut me retrouver sur notevoyageur.eu. Et voilà, jusqu'à la prochaine fois, Aurélie. On se dit à bientôt. À bientôt. Et générique. Partir un jour. Je le laisse. Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se ve.